bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire réservé aux proches proposé par Rose Up Association. Alors, je vous rappelle juste que Rose Up est une association de patientes qui est aux côtés des femmes touchées par tout type de cancer dès l'annonce de la maladie, pendant et après les traitements, pour les informer, les accompagner, mais aussi défendre leurs droits. Donc, voilà un petit peu toutes nos missions. Et puis maintenant, on accompagne également les proches. Et aujourd'hui, on est là du coup avec Valérie, notre patiente partenaire, pour discuter un petit peu ensemble du vécu de l'annonce dans un premier temps, pour bien comprendre votre place. Voilà, savoir trouver peut-être un petit peu les mots pour bien l'accompagner, partager vos émotions. Voilà, on va débattre et discuter de ça avec Valérie. Pour nous, ça nous semblait important de faire venir une patiente partenaire pour qu'elle puisse voilà, vous faire part de son ressenti et puis de son expérience. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez poser toutes les questions hein, dans l'onglet de discussion. Donc, posez-lui toutes les questions que vous n'osez pas poser à vos proches malades. Elle est là pour y répondre et puis pour vous orienter aussi sur des éléments de réponse que vous pouvez apporter. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas. Moi, je me fais le relais de vos questions auprès de Valérie. Et voilà, on peut commencer. Donc, Valérie, si tu veux te présenter dans un premier temps. Et puis après, n'hésitez pas hein, à commencer à poser vos questions. Je les relais par la suite. Merci Charlotte et bonjour à tous. Merci pour cette invitation pour ce webinaire qui vous est destiné. Donc moi je suis Valérie, je suis patiente partenaire à la Maison Rose depuis un an et demi. Donc qui dit patiente partenaire dit patiente. Et comme vous pouvez l'imaginer, j'ai également été concernée par un cancer il y a quelques années de cela. Cette traversée a vraiment changé ma vie, ma vision de la maladie, mais aussi la vision de la vie tout court. Et j'ai souhaité faire de cette expérience vécue, de cette trajectoire qui s'est infléchie pour moi au niveau professionnel, en faire une nouvelle trajectoire de vie. Et pour cela, j'ai voulu prendre du recul et me former pour voir de quelle manière je pouvais contribuer et accompagner les personnes comme moi je l'avais été il y a et donc pour cela, je me suis formée au sein de l'Université des patients. Donc j'ai fait un DU, donc de patient partenaire, au niveau de la Sorbonne. Et progressivement, j'ai intégré différentes associations de patientes, dont la Maison Rose, donc la Maison Rose sur Bordeaux, dont moi je suis basée en Gironde, et j'anime au sein de cette Maison Rose qui est un lieu, alors physique pour le coup, mais je le fais également en distanciel, qui est un lieu qui accueille les femmes touchées donc, par tout type de cancer et j'anime au sein de la Maison Rose des cafés Rose Up. Donc 2 fois par mois, je rencontre une dizaine de femmes qui viennent partager leur vécu de la maladie, voilà, sur des thématiques différentes. Donc aujourd'hui, si je suis là face à vous, c'est aussi pour vous partager mon vécu et surtout peut-être répondre à vos questions et aux interrogations que vous vous posez, aux questions que vous pouvez peut-être pas poser à vos proches euh, qui sont concernés par cette maladie. Et avant de commencer, peut-être que dans le chat, vous pourriez nous dire qui est pour vous qui êtes-vous en fait pour la personne que vous accompagnez? Vous êtes aidant, vous êtes proche. Est-ce que vous accompagnez peut-être un mari ou une femme? Est-ce que vous accompagnez une sœur, une amie pour vous connaître et voir un petit peu quels sont voilà, qu'on puisse engager la relation et comprendre aussi euh, quels sont vos Qui proches vous êtes? concernés par Oui, voilà, c'est la ça, qui maladie. vous êtes par rapport aux personnes. Alors, si jamais ça ne vient pas, moi, je sais déjà que nous avons une sœur. Quand je vois les noms, je sais que nous avons une sœur, nous avons une fille, et il y a deux personnes, je ne sais pas, je ne sais pas te dire, mais donc déjà, il y a déjà D'accord. deux personnes.
Alors, on a Et- Clara qui nous dit que, elle accompagne sa maman de 59 ans et elle a 30 ans. Et elle a été diagnostiquée il y a un mois et une semaine d'un glioblastome. D'accord. Merci. Oui, parce que c'est en tant que proche, proche aidant, on peut être, voilà, on peut avoir une position complètement différente. Et moi, ce que je vais vous partager en premier, en tout cas, ce qui a fait sens pour moi quand je suis tombée malade, c'est d'identifier quels ont été mes proches et mes aidants qui se sont manifestés dans Mm. leur. Merci, Sarah. Donc, vous accompagnez votre sœur. Ouais. Mm. Je lis en même temps le chat, hein. Donc Ouais, les bien proches sûr. qui ont été présents, ou en tout cas qui ont joué un rôle particulier dans cette traversée. Donc moi, je suis mariée, j'ai deux enfants. Et la période un peu particulière dans laquelle je suis tombée malade, c'était la période Covid. Donc je pense que ça évoquera à chacun quelque chose, peut-être de très différent. En tout cas, pour moi, ça a été aussi bah, la période de ma maladie et surtout de mes traitements. Et à ce moment-là, quand la maladie est entrée dans ma vie, j'ai ma mère qui habitait à l'époque, enfin, qui habite toujours à plus de 3 heures de chez moi, qui est venue s'installer à la maison pour nous accompagner. Et quand je dis nous, alors certes, elle était là pour moi, elle était là auprès de moi et principalement à la maison, parce que tout le vécu des traitements s'est fait en solo Mm. au niveau des soins hospitaliers, étant donné que les accompagnants n'étaient pas autorisés. Mais donc ma mère est venue s'installer à la maison et elle a pris en quelque sorte le relais. Alors, elle est venue s'installer avec notre accord, évidemment, hein, je préfère le préciser. Oui, tu C'était fais bien parce qu'en plus, on a eu un petit commentaire de Nadine qui nous disait qu'elle était la maman aussi d'une exactement. patiente qui accompagne sa fille depuis 6 ans déjà. D'accord. Donc c'est vrai que ma mère a voulu, enfin nous a fait cette proposition que j'ai acceptée, que nous avons acceptée en famille, de l'accueillir à la maison. Alors c'est vrai que notre maison s'y prête aussi, hein, elle avait son intimité on avait chacun notre espace vital, hein. Vous pouvez, souvenez-vous, en période Covid, on était un petit peu les uns sur les autres, donc contre l'avis finalement bah, d'autres personnes qui lui conseillaient, elle est retraitée, donc elle avait un certain âge, hein. Elle est venue nous accompagner et m'accompagner et me seconder en fait, me seconder dans tout ce que la maladie m'empêchait de faire, hein, c'est-à-dire suivre correctement la scolarité de mes enfants. Donc, elle les aidait à avancer dans leurs devoirs, dans leurs préparatifs, dans les différentes tâches que moi, je ne pouvais pas faire parce que j'étais extrêmement fatiguée et j'étais pas du tout dans cette optique Mm. de les accompagner, en tout cas pas disponible physiquement et intellectuellement pour le faire. Elle était là aussi pour reprendre le relais au niveau intendance, hein, à la maison, donc préparer la cuisine euh, et assurer l'intendance qu'on peut imaginer dans une famille de quatre, hein, les machines et autres. Donc ça a été vraiment un grand soulagement pour moi. Elle était là aussi à sa juste place, en fait, quand j'avais suffisamment d'énergie pour pouvoir sortir et aller marcher. Parce que c'était, notamment quand j'étais en chimiothérapie, c'était une activité que je pouvais faire à mon rythme, mais qui me faisait extrêmement de bien pour supporter les effets secondaires Mm. des traitements. Donc sortir, être en extérieur un maximum. Donc elle était là sans s'imposer, mais quand même présente pour répondre à mes besoins et jamais les devancer. Et quand j'avais envie de faire à la cuisine ou quand l'envie me prenait de lancer une machine, enfin de vouloir nettoyer la maison de fond en comble, et ben elle me laissait faire. Alors je vous avoue que ça durait pas forcément très longtemps parce que l'énergie redescendait rapidement. Mais en tout cas, elle devançait pas mes besoins. Elle attendait vraiment que je sois là pour les exprimer. Donc ça, Mm. ça a été une aide précieuse sur cette période de traitement notamment. Et après, voilà, elle s'est, elle est rentrée chez elle. Enfin, voilà, elle est vraiment restée le temps qui était important pour nous
dans cette période. Et puis après, voilà, la vie a repris son cours et on a pu reprendre voilà, notre rythme de famille plus classique, je dirais. Un deuxième aidant qui me vient en tête, et là ça va vous faire rire, parce que l'humour c'est important aussi Mhm. voilà, quand on parle de notre maladie. Alors c'est sûr que la maladie c'est un sujet grave, hein, je le nie pas, mais c'est vrai que des petites bulles d'oxygène Ouais. et des respirations qu'on peut avoir, et notamment avec l'humour, certaines personnes y sont sensibles. En tout cas, moi je l'étais et ça m'a fait énormément de bien. On l'entend aussi beaucoup avec nos adhérentes qu'on accompagne. C'est vrai que des fois, on peut avoir envie de rigoler un petit peu de tout ça pour Et extérioriser. Ça fait du bien. le sujet est tellement Mm. sérieux, tellement grave que oui, l'humour, enfin en tout cas, nous on le pratiquait beaucoup dans la famille auparavant et c'est vrai que la maladie n'a pas été un tabou à Mm. avoir le sens de l'humour. Alors certes, Mm. on l'a adapté, hein, mais en tout cas moi ça m'a permis de belles respirations. Et alors l'anecdote que je vais vous raconter, c'était celle de mon fils, donc qui était à l'époque en première, en classe de première, Enzo, extrêmement sportif, qui faisait tous les matins. Alors, je vous rappelle le contexte, hein, moi j'étais en chimiothérapie, donc extrêmement affaibli, et donc tous les matins ou très régulièrement, j'avais donc des infirmières qui venaient pour les soins, donc prise de sang et autres, donc très tôt le matin. Et lui s'était mis en tête dans ses critères, voilà, de réussite, voilà, au niveau physique et scolaire, de tous les matins se lever à 6 heures du matin et faire 1 heure de musculation. Sauf que voilà, bah, la maison n'est pas extensible, donc il était dans le salon. Alors imaginez-vous, hein, on n'avait pas du tout de matériel de muscu, donc à soulever des packs d'eau, donc de 6 Mm. litres d'eau de part et d'autre, et pendant que ben, moi j'avais l'infirmière qui venait à la maison pour me faire voilà, cette prise de sang et faire ce bilan sanguin. Et en fait, d'avoir mon fils qui, lui, débordait d'énergie, d'être vraiment dans cette force physique, parce que là, pour le coup, c'était en démonstration physique. Bah, je sais pas comment vous expliquer ça, mais moi j'avais l'impression que c'était un peu les vases communicants. Il me transmettait en fait l'énergie qu'il déployait dans sa séance de sport, bah, devant nous, hein, avec l'infirmière à côté. Et, euh, et moi, ça a été d'un certain soutien à ce moment-là où physiquement, bah, j'étais vraiment au plus bas. Je me sentais vraiment dans un état de vulnérabilité, de faiblesse important, et de le voir lui être dans la force de l'âge, vivant et dans cette démonstration physique, ça m'a apporté de l'énergie. Donc, au lieu de l'avoir à côté de moi, à me tenir la main, parce que c'est pas du tout ça aurait pas du tout été son approche, hein, mais en fait de me montrer physiquement que lui était là et quelque part bah, qu'il me soutenait aussi, ça m'a apporté vraiment beaucoup dans ces périodes Mm. qui ont été compliquées pour moi euh, sur cette première phase de traitement qui a été assez lourde avec des chimiothérapies extrêmement agressives. Mm. Et le dernier aidant auquel je pense, parce que lui, il est arrivé un peu comme la cerise sur le gâteau. Je ne l'attendais pas et j'avais fini mes traitements. J'étais en rémission. Ça faisait 1 an que le diagnostic avait été posé et c'était au mois de septembre. Et toute ma famille reprenait le cours de sa vie, retournait à l'école, retournait au travail. Et cet aidant, il s'appelle Barbouille. Et Barbouille, c'est un petit chat qui m'a été offert et qui, du coup, a comblé le vide de cette maison qui finalement se vidait le matin parce que mes enfants allaient au travail, allaient à l'école, mon mari au travail. Et ce chat, donc il m'a été offert justement par une personne aussi que j'ai rencontrée à la maison Rose Up d'ailleurs de Bordeaux. Ce petit chat était vraiment une présence. Un échange, parce que ben, évidemment, il a des Mm. besoins, il miaule. Il m'a témoigné énormément d'affection et de liens. Et c'est vrai que cette petite boule de poil qui a grandi en fait avec nous à la maison a été vraiment, enfin moi je l'ai vraiment considéré comme un de mes aidants. Alors je l'appelle mon aidant à quatre pattes. Et c'est vrai que les animaux de compagnie, on les considère pas forcément comme des aidants, mais je vous exprime vraiment que alors notre animal, ou ça peut être voilà, chien du voisin, Mm. le chat, enfin c'est vraiment ouais, ça a été un témoin et un aidant qui a eu toute sa place parce il était là quand je me levais le matin. On avançait ensemble et
Et il a recréé du lien aussi au niveau de toute la famille parce que cette petite boule de poil, voilà, nous a vraiment accompagnés sur sur toute cette phase de l'après où voilà, Mm. tout le rythme, Oui. le rythme est censé reprendre son cours, sauf que nous, on est toujours en arrêt maladie. Enfin, moi, je me sentais incapable de reprendre le travail et d'avoir cet accompagnant, cet aidant à quatre pattes m'a beaucoup apporté, vraiment. Mm. Ah oui, je sais aussi, nous, on entend beaucoup de nos adhérentes qu'elles se sentent seules après, et un petit peu lâchées par tout cet agenda de ministre qui était là pendant les traitements et que les aidants, pareil, reprennent leur travail. Donc oui, enfin, moi, je l'avais pas encore pensé, mais c'est une bonne idée, ce petit animal de compagnie qui accompagne aussi. Ouais, ça fait Ouais, du c'est bien. ça. C'est une présence et c'est une présence qui est extrêmement précieuse euh, parce qu'il est là tout simplement, même sans rien faire. Il a besoin de nous, on a besoin de lui et les échanges se font. Et c'est vrai que le fait voilà, de le caresser, de le câliner, en plus il était vraiment enfin, extrêmement câlin, sachant que j'ai vraiment idée que les animaux de compagnie ressentent voilà, ce dont on a besoin et ils nous apportent aussi ce dont on a besoin Mm, au moment où on en a besoin. mm, mm, Et c'est aussi se dire que bah, finalement, ils ressentent les choses, ils nous apportent ce dont on a besoin quand on en a besoin. Et nos proches aidants euh, pourraient être aussi dans cette démarche-là, de ressentir ce dont on a besoin pour avancer, sachant que les envies sont fluctuantes, les besoins sont fluctuants à mesure voilà, de la progression de nos traitements, des annonces qui nous sont faites, de l'état dans lequel on se sent. Et est-ce que par contre, tu dis qu'il y a des besoins fluctuants, est-ce qu'il y a des choses qui étaient quand même assez présentes tout le temps et sur lesquelles tes proches peut-être t'ont aidé tout au long du parcours? Alors, pour moi, ce qui a été important et vraiment fondateur dans cette traversée, c'est le. Alors, évidemment, on était en plus en période Covid, donc les liens physiques étaient peu existants, hormis avec le cercle proche. Mais par contre, j'ai souvent eu des témoignages de l'extérieur, que ça soit des SMS réguliers de personnes qui me témoignaient leur soutien des messages qui n'attendaient pas de réponse, parce que quand on démarre un traitement, tout un protocole de soins, on va clairement dans l'inconnu et le fait d'avoir des messages de soutien, de sentir que les personnes sont là pour nous, euh, sans forcément attendre de réponse de ces messages, c'est hyper réconfortant et voilà, on reçoit ça comme des petits cadeaux, que ça soit une image, voilà, la photo d'une fleur, un smiley, des témoignages de leur présence, même s'ils ne sont pas là à côté de nous ou s'ils ne peuvent pas l'être. Euh, c'est, euh, c'est vraiment extrêmement précieux. J'ai aussi en tête bon, j'étais en activité hein, quand j'ai dû m'arrêter pour me soigner. Et, euh, et donc, bah, très rapidement après, mes collègues ont mis en place alors, ce qu'ils appelaient le courrier des collègues. C'est-à-dire que tous les mois, je recevais une carte postale d'un service différent de mon entreprise. Où à chaque fois, bah, mes collègues me témoignaient voilà, leur soutien, voilà. Bon, alors, c'est vrai on avait beaucoup d'humour. Enfin, voilà, on s'entendait très bien. Donc c'est vrai que d'avoir voilà, des petits mots, des petites anecdotes, voilà, des petits mots de soutien teintés d'humour, bah, c'était qu'on recevait dans sa boîte aux lettres, que je lui recevais dans ma boîte aux lettres, voilà, une carte rien que pour moi, qui n'est pas une facture, qui n'est pas de la publicité. Et ben c'est hyper précieux. Mm, Donc voilà, même à distance, mes collègues avec qui j'ai maintenu un dialogue sans forcément savoir bah, quoi leur raconter, parce que nous, on est aussi dans l'inconnu hein, des traitements, on ne sait pas s'ils vont fonctionner ou autre, mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est de garder ce lien et de pouvoir continuer à échanger, euh, voilà, et témoigner de la mm, présence des personnes auprès de nous, d'une mm, manière ou d'une autre. Ça peut être aussi, on a eu souvent des petits gâteaux, des cookies sur le rebord de la fenêtre. Donc ça, c'est hyper appréciable aussi quand on n'a pas forcément
l'envie de cuisiner ou pas d'idée en fait, hein, parce que c'est vrai qu'on sait pas trop, on a du mal à savoir ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, mais le fait d'avoir cette attention pour nous, mais aussi pour notre famille, hein, d'avoir ces attentions de nos voisins, de nos amis, avec une petite douceur, une petite gâterie sur le rebord de la fenêtre ou des fleurs, c'est tellement touchant en fait. Et là, je parle pas voilà, quand je parle de fleurs, c'est vraiment des petites attentions. Même un bouquet à 5 euros, ça fait plaisir. Même une fleur, enfin, c'est vraiment, c'est témoigner Oui, c'est juste de la la, petite attention c'est une qui attention fait qui que... témoigne de la présence, ouais, de la personne auprès de nous. Dire qu'elle pense à nous, enfin, c'est ce qu'on ressent vraiment comme des cadeaux, nous, en tant que patients, quand on a voilà, tout au fil de de notre parcours, ces témoignages d'amitié et de soutien. Hum, Oui, donc des fois, en fait, c'est peut-être juste la petite attention, c'est encore, enfin, aussi efficace que des mots, je veux dire, peut-être parfois, quoi. Bah, les mots, on ne sait pas toujours quoi dire, hein. Oui, c'est ça. Et, et les personnes qui nous écrivent ou qui nous parlent ou qui nous témoignent de leur soutien ne savent pas toujours quoi dire ou ont peur d'être maladroits. Mais par contre, voilà, un geste, une attention, ça a tout autant de poids et d'effet pour nous quand on est confronté à ces difficultés. Donc oui, effectivement, Hum, les mots sont pas forcément obligatoires. Et c'est ça et c'est ça qui est important. ouais, Euh, Par contre, n'ayez pas peur d'être pas maladroit, mais en tout cas, il vaut mieux un témoignage quel qu'il soit plutôt qu'un silence. Alors après, tout le monde n'est pas capable de témoigner et de soutenir ou d'envoyer un message, mais c'est vrai que euh, parfois, il y a des silences qui sont plus pesants que certains mots mal hum, choisis. ouais, ouais. Et puis, vous voyez, oui, une attention, en tout cas, ça peut aussi être aussi efficace que des mots, donc c'est important. Enfin, on entend ça aussi beaucoup ici. Et au téléphone et à la Maison Rosette de Paris, c'est vrai que juste une présence, sans forcément dire des choses ou une petite attention, ça aide beaucoup. Donc, vous n'avez pas beaucoup de questions, mais surtout, n'hésitez surtout pas à utiliser Valérie pour lui demander vraiment si vous avez des choses que vous n'avez pas dire à votre proche malade. C'est vraiment le moment, comme ça, elle pourra peut-être vous guider. Hein. N'hésitez surtout pas. Après, voilà, c'est peut-être parce qu'on a parlé de... Alors j'ai bien aimé quand tu as parlé aussi de ta maman, de la juste place, justement, où elle savait voilà, être là, parfois te laisser la place. Ça, c'était super important parce que c'est aussi des choses qu'on entend beaucoup à la Maison Rosette. Je sais pas si vous avez une expérience aussi à ce sujet, mais en tout cas, oui, ça c'est vrai que c'est très intéressant de nous en avoir parlé parce que des fois, voilà, on a les retours de gens, de proches de nos adhérents qui sont peut-être un peu trop et qui savent pas laisser la place. Donc ça, c'était bien aussi peut-être de le redire, Valérie, je trouve. Euh, oui, et c'est pas évident quand on est proche justement sentir le moment où voilà, il faut prendre le Oui, lead pour aller de l'avant et justement prendre la main et accompagner en étant à sa juste place et trouver et comprendre aussi le moment où il faut savoir s'effacer et laisser la personne malade, certes avec ses difficultés, mais faire les choses à hum, sa mesure, à son niveau, parce que il faut pas non plus enfin, nier voilà, le fait qu'on est là, qu'on a, certes, même en étant malade et affaibli, on a quand même voilà, enfin, des envies d'agir et à notre mesure. Et ça, c'est pas toujours évident de le sentir pour les proches parce que nous, déjà, en tant que malade, enfin, on s'exprime pas forcément. Enfin, on sait pas, on a du mal à trouver les mots parce que on est dans un flou tellement compliqué entre le vécu, enfin, ce qu'on est en train de traverser, ce qu'on ressent, la culpabilité de ne pas être forcément comme on aimerait être, que ce flou finalement peut déstabiliser enfin, nos proches hum, et donc peut amener
une gêne parce nous non plus, on ne sait pas l'exprimer. Enfin, on n'arrive pas à exprimer les choses. Alors maintenant, Mm. avec le recul, c'est vrai que je me dis, bah, peut-être que des fois, j'aurais dû leur dire que bah, ça, j'en avais pas envie, ou ça, ça, c'était pas le bon moment pour ça. Et pourquoi est-ce qu'ils ont explosé de joie à ce moment-là, alors que moi, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Mm. Euh, Justement, j'ai une anecdote sur les séances que j'avais en hôpital de jour au niveau de la chimiothérapie. Alors, de toute façon, moi, j'habitais à 30 minutes de mon centre de soins. Donc, j'allais en VSL, donc en véhicule sanitaire, pour mes traitements. Mm. Et, euh, et c'était mon choix que d'avoir, enfin, d'y aller seule, en fait, de ne pas être accompagnée par mon mari ou ma mère pendant ces traitements, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je voulais vivre seule. En fait, alors déjà, on m'a pas laissé le choix vu que c'était la période Covid, donc pas d'accompagnant en salle de chimio. Mais par contre, les traitements m'affaiblissaient tellement en fait pendant la durée du traitement, j'aurais été incapable, j'avais déjà du mal à échanger avec les soignants. Et je me dis d'avoir un proche avec moi à ce moment-là, mais ça aurait été encore plus compliqué en fait, parce que Mm. euh, en tout cas, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai analysé avec un peu de recul parce que ça me mettait tellement KO que j'aurais été incapable de tenir une conversation avec, voilà, comme les proches qui auraient été, voilà, qui m'auraient accompagné sur ces rendez-vous-là. Et ce qui se passait à cette période-là, c'est que en fait, bah, les proches venaient quand même accompagner leurs, euh, bah, le- leurs proches malades et restaient en fait derrière une vitre, donc à l'extérieur du bâtiment en fait. Et je voyais, enfin moi en étant en traitement, je voyais ses proches à la fenêtre attendre leur mère, leur conjoint, leur ami pendant leur traitement. Et quelque part, moi, j'ai remercié mon conjoint de ne pas avoir été là, parce que ça m'aurait fait tellement culpabiliser de l'avoir là, derrière cette vitre, spectateur d'une pièce à laquelle ils n'avaient pas forcément leur place. Et donc voilà, enfin, échanger avec vos proches parce que c'est vrai que ce qu'on imagine de bien pour eux, bah, c'est pas forcément ce que eux pensent, ce que eux ressentent au niveau de leurs besoins. Mm. Donc ça, si je peux vous donner voilà, ce conseil-là, c'est vraiment d'échanger sur bah, comment votre proche voit les choses et comment vous les ressentez. Donc être dans ce dialogue-là pour justement ajuster en permanence les curseurs parce que l'énergie peut être là à un moment donné et poum, et le soufflet peut retomber très vite. Donner l'impulsion d'aller faire une balade, ouais, ça va super bien, il fait beau aujourd'hui. Enfin, et en plus, c'est vrai, il fait beau aujourd'hui. On sort, on peut aller se balader. Et en fait, au bout de 10 minutes, poum, l'énergie retombe et on n'est même pas arrivé au bout de la rue que bah, je suis déjà fatiguée et voilà, je peux plus aller, je peux plus faire un pas. Et on est obligé de rebrousser chemin. Et pour nous, en tant que patients, c'est hyper culpabilisant de se dire, ben voilà, j'avais cette énergie. Et on est sorti faire une balade et en fait j'ai même pas pu faire 200 mètres qu'on a dû rebrousser chemin. Mais dites-vous simplement que bah, voilà, ces 200 mètres, bah, ils sont là et ce petit moment passé ensemble à l'extérieur de la maison à avancer, parce que ça aussi, moi j'aime beaucoup la vertu de la marche pour justement avancer. On bouge, on avance et ça, ce mouvement-là nous fait vraiment cheminer. Euh, c'est pas perdu, c'est pas rien, c'est pas parce qu'on a fait que 200 mètres que le moment que le moment sera négatif. Non, c'est déjà ça et accepter que ben voilà que votre proche vous dise ben non, là c'est bon, je peux plus avancer, c'est pas possible. Quand bien même 10 minutes avant, ben, l'énergie était là pour sortir et Ouais. déplacer des montagnes. Donc humilité aussi par rapport à ça parce que Parce que, c'est pas simple de doser et de doser ce curseur fatigue alors on appelle ça la fatigue. Moi, je dis qu'on devrait inventer un autre mot parce que ce qu'on ressent avec le cumul des traitements, voilà, ça nous empêche de faire énormément de choses
Et donc, et l'énergie est vraiment très variable voilà, d'un instant à l'autre. Donc, Mm. enfin, ne prenez pas ça pour vous. Si jamais votre proche vous dit, bah non, là, c'est plus possible, alors que 5 minutes avant, j'avais envie. Et on peut Mm. aussi ne même pas être sorti de la maison, hein. Enfin, voilà, c'est. Mm. On y va, je mets les chaussures, et puis non, bah, c'est trop. C'est, ça peut être, On ça avait peut être. un témoignage de Nadine aussi qui disait que la difficulté, ça vient aussi souvent du fait que les dents a besoin lui aussi d'être rassuré. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Là, dans l'exemple que tu disais, où hop, il y a une super énergie, on y va, et puis 200 mètres, peut-être que les dents aussi, ça peut un peu lui faire peur. Enfin, tu Oui. vois. Euh, Et, Faites-vous confiance. Faites-vous confiance mutuellement mm, entre, entre vous, parce que moi je crois beaucoup, oui, au dialogue, à l'échange, et et c'est important de dire ce qu'on ressent, de dire ce que votre proche malade ressent, mais de dire ce que vous aussi vous ressentez mm, pour être euh, dans cet échange. ouais. Bah, justement, on a un témoignage de Clara. Donc Clara, elle accompagne sa maman. Elle vit à Madrid et sa maman est donc traitée sur Paris et elle était venue un mois au moment de l'annonce pour aider sa maman à faire un peu tout, quoi. Et elle disait qu'elle était vraiment épuisée et vidée et qu'elle était obligée de repartir pour un petit peu recharger ses batteries. Et en fait, elle va retourner voir sa maman et elle a peur encore de retomber dans l'extrême de tout faire et d'être encore très fatiguée. Donc peut-être, alors je sais que Clara, votre maman, ouais, elle a un glioblastome. Je crois dans mon souvenir vous avoir vu sur la Maison Rose de Paris. Et c'était pas toujours évident de communiquer avec elle, mais peut-être si vous arrivez à en parler avec elle pour peut-être un peu mieux doser et moins craquer. Oui, bon, c'est bien ça, je me trompe pas, je vous avais bien vu. Ouais. Merci Clara pour le partage. C'est hyper important pour vous en tant que proche de ne pas vous oublier. Alors Mm. on a envie et en le disant là, je pense plus à moi, je pense à mon père que j'ai aussi accompagné dans la maladie. Donc moi aussi j'ai eu ce rôle de proche aidante et c'est primordial, enfin de ne pas s'oublier dans cet accompagnement-là, hein. Donc autorisez-vous et alors là aussi autorisez-vous et sans culpabilité à prendre des pauses, à aller ne serait-ce que voilà, respirer, faire un tour. Euh, Si vous avez la possibilité et les moyens voilà, de faire un soin, en tout cas de faire un soin, voilà, un massage, euh, une séance, euh, une séance de réflexologie plantaire, enfin, que sais-je, hein. Il y a énormément Mm. d'accompagnement et de thérapie douce qui peuvent aussi vous accompagner à Ouais. traverser cette période-là au mieux pour vous déjà et pour votre proche qui est malade. Parce que mais c'est pas pour rien justement dans les avions hein, que quand les masques à oxygène se descendent, il faut d'abord mettre le masque à oxygène sur soi avant de le mettre sur son enfant. Et je trouve que cette image, elle est quand même elle est bien Mm. parlante. On ne peut bien s'occuper de l'autre que si on sait voilà euh, aussi penser à nous. Alors et c'est pas de l'égoïsme, attention, hein, moi je mets pas ce mot-là derrière ça. C'est justement recharger les batteries, s'autoriser à sortir ou voir d'autres personnes, en tout cas s'autoriser des moments de pause pour ne pas s'épuiser parce que c'est vrai que quand on est en permanence voilà, avec son proche qui est malade, bah, voilà, l'énergie qu'on peut avoir au départ bah, s'épuise et ça me nuise, hein. Et l'énergie, les batteries, ça se recharge, ça se remonte. Alors c'est à nous à savoir ce qui nous fait du bien et ce qui nous ressource pour pouvoir bah, justement recharger ces batteries-là et être au mieux présent pour notre proche et pour notre entourage. Parce que certes, il y a notre proche malade, mais il y a peut-être aussi des enfants ou d'autres voilà, d'autres personnes qui sont dans le cercle familial et qui sont aussi impactées par cette traversée. Et donc voilà, le message que j'ai aussi envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est ne culpabilisez pas et prenez aussi soin de vous, autorisez-vous à prendre du temps pour vous ressourcer.
Et ce temps-là, c'est peut-être aussi aller travailler, ne pas culpabiliser, de ne pas se faire arrêter pour être en permanence à côté de son proche, mais ça peut être le travail, ça peut être du sport, ça peut être une balade en pleine nature. Euh, Soyez vous aussi à l'écoute de vos besoins pour pouvoir être au mieux présent pour votre proche malade. Ouais. Bah, Clara, ça lui parle beaucoup, en tout cas, ton image de masque dans l'avion. Et elle y avait jamais pensé, mais c'est vrai qu'en fait, c'est tout à fait vrai. Oui, et c'est pour ça que ben, votre présence aujourd'hui est importante parce que ça permet voilà, d'échanger aussi, d'avoir un regard différent ben, Mm. d'une personne qui a connu ben, ce que vous traversez aussi aujourd'hui. Et cette prise de recul, ce pas de côté que vous faites aujourd'hui en participant à ce webinaire, ben, c'est ça aussi. Et donc, en étant ici aujourd'hui avec nous, bah, vous vous octroyez aussi du temps pour vous et ça, c'est précieux. Donc, merci d'être là aussi avec nous pour cet échange parce que c'est aussi une manière de prendre soin de vous et de faire ce pas de côté par rapport à ce que vous vivez avec votre proche en ce moment. Mm. Tout à fait. Ouais. Ouais, donc, retenez de prendre du temps pour vous, c'est très important. J'avais aussi un partage à vous faire quand je vous expliquais tout à l'heure que bah, des fois on n'est pas du tout dans le même, dans le même tempo, dans la même émotion ou la même, on n'a pas la même vision des choses entre nous proches, enfin, nous malades et notre proche aidant. Je voulais prendre l'exemple de l'annonce de ma rémission, qui est quand même une super nouvelle, clairement. Oui, Et totalement. parce que tout le monde n'a pas la chance de l'avoir. Donc moi, j'ai eu cette chance d'avoir le médecin qui prononce ce mot-là. Donc c'était mon oncologue qui a prononcé ce mot-là 15 jours après mon opération. Donc j'avais eu une chimiothérapie, une opération. Et donc à l'issue de cette opération, donc mon oncologue a prononcé ce mot-là pour moi. Et à ce moment-là, ben, j'ai pas compris ce que me partageait ce médecin qui avait bah, le mot rémission, c'est quand même un mot hyper positif qu'on est censé en tant que malade vouloir attendre impatiemment. Mais le décalage que je ressentais physiquement entre ce mot-là et ce que moi je ressentais dans mon corps et dans ma chair avec des suites opératoires qui étaient extrêmement compliquées, ce décalage-là, je ne le, voilà, moi ça, voilà, ça, ça n'a pas Ouais. du tout marché. Et en fait, le fait d'avoir ce mot-là et de revenir chez moi dans mon état de fatigue après déjà 5 longs mois de traitement et de le partager à ma famille presque en larmes parce que voilà, le mot Mm. rémission qui était posé ne correspondait pas du tout à mon état physique, à l'état physique dans lequel j'étais. Et, euh, et on a eu, bah, voilà, avec mon entourage, avec mes proches, bah, ce décalage aussi, parce que eux étaient voilà, hyper enthousiastes, explosés de joie, et c'était bien légitime. Mais moi, ce que je ressentais physiquement et psychologiquement en moi, c'était pas du tout ça. C'était pas de la joie, c'était encore de la douleur, c'était encore de l'inquiétude par rapport à ce que je ressentais, aux effets secondaires, aux effets, aux suites opératoires. Et donc, ce que je voulais vous partager à travers avec cette anecdote-là, c'est que oui, alors il y a des étapes qui sont importantes dans les traitements qu'on suit, mais ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de la personne qui est en soins, parce que ce qu'on ressent, ce qu'on peut ressentir nous à ce moment-là, c'est pas forcément la même émotion. Mm. En Mm. tout cas, on peut pas. euh, dans l'état dans lequel on est, état de fatigue, état de stress, état de douleur, on peut ne pas ressentir la même chose. Donc soyez aussi indulgent avec votre proche si, enfin, voilà, si une apparente bonne nouvelle, et c'est réellement une bonne nouvelle, hein, ne le fait pas exploser de joie, c'est qu'il n'en a peut-être pas la possibilité ni la capacité. Mais c'est pas parce on n'explose pas de joie ou qu'on n'est pas dans cet état dans cette émotion-là ou la même émotion que vous, voilà, que c'est forcément grave. Il faut aussi voilà, accepter qu'il y ait ce décalage-là, quand bien même, en théorie, on aurait dû
voilà, être hyper satisfait et content de cette annonce-là. Ouais. Car ça Bah, aussi, comme tu... c'est une annonce. Et avec le recul, je me dis que, bah, en fait, je ne m'attendais pas à avoir cette annonce-là dès ce stade-là de mes traitements et surtout d'être dans cet état-là physiquement. Donc, Mm. et ça me fait faire aussi le parallèle avec la fin des traitements où là aussi, hein, c'est grande étape, hein. Dernier, voilà, fin des traitements lourds, hein. Après, il y a des traitements qui peuvent se prolonger sur d'autres années, enfin, sur plusieurs années, mais en tout cas, la fin des traitements importants, là aussi, on a l'impression que ça devrait être c'est, c'est, c'est une bonne nouvelle parce que les traitements s'arrêtent, mais s'arrêtent avec ça la fin d'une surveillance médicale comme le lait sur le feu, hein. On est vraiment, quand on est dans un parcours de soins qui est hyper balisé, on est vraiment chouchouté, cadré, notre planning de rendez-vous est posé voilà, avec une anticipation énorme. La fin d'un traitement, ça veut dire, certes, plus de traitements médicaux, mais enfin, un agenda complètement vide pour nous. Et aussi, bah, du coup, un grand vide au-delà de l'agenda, c'est un grand vide, un état physique dans lequel on est, voilà, qui peut être aussi très compliqué à supporter. Et la fin des traitements, c'est souvent le démarrage bah, d'autre chose. Et cette Mm. phase-là, enfin, on l'appelle la phase de l'après-cancer et le démarrage de notre rétablissement. Et les étapes, voilà, et les étapes qui démarrent avec cette fin de traitement, euh, qui là aussi réjouissent l'entourage. C'est super, c'est la fin, tu vas pouvoir faire plein de choses. Oui, mais j'en ai absolument pas la capacité parce que maintenant démarre pour moi une phase hyper importante de mon rétablissement. C'est justement cette phase de reconstruction et pas que la reconstruction physique, c'est la reconstruction de tout notre être. Et ça, c'est une étape qui est parfois compliquée à comprendre pour les proches parce que bah aussi, ils sont dans l'euphorie de Mm. quand est-ce que tu vas retourner au travail, qu'est-ce qu'on fait le week-end prochain, alors que nous, c'est un grand vide. On a un peu un sentiment d'abandon, je vais avec des guillemets, hein, par le Mm. corps médical, parce que plus d'agenda, enfin plus de rendez-vous sur l'agenda. Et c'est souvent à ce moment-là que, en tout cas, moi, la ressource que j'ai trouvée à ce moment-là, c'est de me tourner vers les associations de patientes. Et la Maison Rose Up en a été pour bah, justement avancer et remplir mon agenda de rendez-vous sympas, comme voilà, des rendez-vous de socio-esthétique, une reprise tout douce de l'activité physique pour ben, petit à petit me reconstruire. Et, donc, s'il vous plaît, message important, ne parlez pas de la reprise du travail à votre proche Mm. Qui vient qui tout juste de terminer. vient de finir ses traitements. Euh, Soyez à son écoute, à l'écoute de ses besoins, de ses envies, parce que pas les choses vont se mettre en place, mais fin des traitements ne veut pas dire égale reprise du travail 15 jours après. C'est vraiment chacun. Mais ça peut aussi être synonyme de ça pour certaines personnes. Et, alors, Oui, et c'est en ça qu'il est important d'être, voilà, oui. d'ajuster les curseurs en permanence. Tout comme, d'ailleurs, c'est vrai que moi, ça n'a pas été mon cas, mais certaines personnes peuvent trouver des ressources dans le fait de continuer son activité Mm. professionnelle Oui, pendant ces traitements. oui, il y Donc, en ne a soyez certaines qui pas, le font. ouais, ne soyez pas jugeant par rapport à votre proche qui exprime l'envie de continuer à travailler à temps plein ou à un rythme voilà, plus allégé, parce que ça peut être aussi une manière de traverser ça sans forcément être tout le temps focus sur la maladie. Donc ouais, vraiment être dans cette écoute et Mm. cet échange permanent entre vous. Mais- Merci, c'est une très bonne manière de conclure les choses, d'être dans l'échange, d'être permanent dans l'écoute. Merci beaucoup Valérie. Et merci Nadine qui dit merci pour ce témoignage plein de bienveillance et de bon sens.
Merci Merci d'avoir aussi. été avec nous et de nous avoir fait part aussi de qui vous êtes et de vos ressentis. Merci Clara, merci Nadine et merci Sarah de nous avoir partagé tout ça. Et Clara disait que tu as le même prénom que sa maman. Donc c'est tout bête, mais ça lui a fait du beau au cœur. Ah, avec plaisir. Merci en tout cas Merci. d'avoir été avec nous. Et puis, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Vous n'hésitez pas à me solliciter, Marine, moi ou Marina, ma collègue, hein, si vous avez des questions supplémentaires. On est là aussi pour vous aider encore plus et vous donner des pistes pour accompagner vos proches. Donc, n'hésitez surtout pas. Oui, Oui, le le petit petit guide. guide. J'ai oublié d'en parler, mais très important. Charlotte vous Ouais. l'enverra. C'est Ouais. Je sais que un chouette guide. Clara, vous l'avez déjà et je vais vous l'envoyer si vous, en version dématérialisée. Comme ça, vous avez un petit peu aussi les pistes. Ce petit guide qui était dans le dernier Rose Magazine fait avec Delphine Rémy est vraiment, vraiment très bien. Donc, n'hésitez surtout pas à le consulter quand vous le réenvoyez. Merci Valérie, merci à Merci tous Charlotte. d'avoir été Merci avec à nous. tous. Puis à Bonne très journée. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.